Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Alors, je m'appelle Ousangeli Torres. Je suis une facilitatrice des processus de changement et à l'Institut Gautier. Et depuis un moment, enfin, on rencontre beaucoup de personnes avec Yannick, que c'est avec mon mari qu'on a créé l'Institut Gautier, un institut des formations et on partage beaucoup aux personnes nos connaissances, mais on sait qu'on ne sait pas tout et on aime bien partager avec des autres personnes, comme aujourd'hui un invité très, 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 très spécial pour nous. Et mais il y a des choses que j'aimerais bien que vous posiez une question parce qu'on rencontre des gens dans nos cabinets qui nous disent pourquoi je n'avance pas dans mes projets. On est fin d'année, aujourd'hui, les gens sont en train d'imaginer ses résolutions, faire son bilan. Ils s'est rendu compte, mince, pourquoi je n'avance pas dans mes projets. Certains parents qui viennent nous disent, je ne sais pas quoi faire avec mes enfants, ils ont perdu la motivation, ils n'ont pas envie d'apprendre. Et des autres personnes, je suis malheureux dans mon travail, je ne sais pas quoi faire. Certaines personnes peuvent nous dire oui, c'est parce qu'on est dans une situation difficile, parce que le monde nous oblige à être dans ces situations. Et si on pense un peu différent et se pose la question en disant peut-être si je change cette manière de penser, peut-être je peux changer ma manière d'agir et me donner l'année 2023 d'une manière différente. Et c'est pas une question de que je suis pas intelligente. C'est une question peut-être que je dois me connaître à moi-même. Et je pense que ça, aujourd'hui, avec François Chevigné, un expert sur l'intelligence multiple, il va nous présenter, c'est une approche qui peut-être nous va permettre à nous identifier ces points forts ou ces points faibles qui nous permet à nous avancer et peut-être changer pour que l'année prochaine, 2023, soit quelque chose de différent. Salut François, comment vas-tu? Salut Luce, ça va très bien et toi? Oh, je suis contente. Bienvenue à cette webinaire dans l'Institut Gautier. Dis-moi, on peut devenir plus intelligent? Bien sûr. Alors, raconte-moi comment on peut faire. Comment on peut faire? Il y a beaucoup de choses. J'ai posé d'abord une question comme ça, je ne sais pas quels sont les gens qui sont connectés sur le Zoom maintenant. Bonsoir tout le monde, voilà. Est-ce que tu veux que je me présente rapidement ou pas? Oui, je veux bien, oui, parce que Okay. Donc moi à la base, je suis pianiste. Voilà, c'est mon premier métier. Et donc c'est dans les arts, voilà, tout simplement. Puis après quand j'ai commencé l'enseignement, je me suis directement rendu compte que beaucoup de mes élèves ne fonctionnaient pas de la même manière, donc ça commençait à m'interpeller, donc j'ai fait beaucoup de recherches et puis je me suis dit, ouais, demain, je vais devenir directeur, puis après je vais devenir inspecteur, est-ce que je vais pouvoir changer les choses et faire comprendre que tout le monde ne fonctionne pas de la même manière, donc j'ai tout fait, effectivement, directeur, inspecteur, etc. Je me suis rendu compte, non, c'est pas possible, donc j'ai décidé à un moment donné de créer mes propres manières de fonctionner en se disant, tiens, mes enseignements, ils vont être basés sur le mode de fonctionnement des personnes que j'accompagne et non pas sur un mode de fonctionnement que j'avais moi-même ou que une institution avait à un moment donné formalisé ou avait décidé que il fallait suivre un programme et puis voilà. Et donc de fil en aiguille, comment dirais-je, moi j'ai créé des méthodes pédagogiques qu'on appelle actives, interactives, notamment par rapport à l'enseignement de la musique, donc vraiment basé sur l'enseignement collectif. Et puis je me suis intéressé à la psychologie à tous les niveaux. Donc j'ai fait la psychologie pratique, la psychologie positive, les sciences de l'éducation, etc. Et puis bon, tout ce qui va derrière, hein, la PNL, l'enseignement à distance, etc. Et pour finalement me rendre compte que mais oui, intelligence multiple, c'est quoi intelligence multiple? C'est le fait que tout le monde est intelligent. Je dis bien, tout le monde est intelligent, mais d'une manière différente. Et donc, que lorsqu'on enseigne, lorsqu'on est en formation, lorsqu'on est en praticien, vais-je dire, même de coaching ou autre, puisque je suis coach moi-même, et vraiment très, très spécialisé en plus dans tout ce qui est l'accompagnement des personnes à haut potentiel, des personnes avec des troubles déficitaires de l'attention, avec ou sans hyperactivité, des personnes dyslexiques, dysphasiques, praxiques, etc. C'est que, mais oui, tout le monde est intelligent, mais chacun utilise ses intelligences de manière différente. Et donc là, ça m'a permis d'évoluer vers
la création d'un outil tout à fait particulier lié aux intelligences multiples et par rapport à mes formations, bien entendu. Et donc à l'heure actuelle, là, je travaille avec beaucoup de neuroscientifiques, énormément, neuroscientifiques, neuropsychiatres, neuropsychologues, etc. Où j'accompagne des personnes justement qui sont dans ces situations tout à fait particulières afin de leur dire que ben oui, vous êtes intelligent, vous pouvez y arriver, vous allez y arriver, et non, il n'y a pas de distinction, hormis réellement problèmes neurologiques avérés, hein, ça peut arriver aussi, hein, qu'on ait des dysfonctionnements cérébraux, mais là c'est purement médical, on va dire ça comme ça. Et voilà, et les accompagnements, leur dire, ben, vous avez votre chemin de vie à faire, et vous aussi, vous pouvez devenir une personne importante pour vous-même, pour les autres, pour le monde, et donc vous pouvez apporter votre pierre à l'édifice de l'humanité. C'est déjà un message qui est passé là maintenant parce qu'il est sorti comme ça tout seul. Voilà. Et donc, oui, on va parler de ça là maintenant. On se dit comment est-ce qu'on peut être intelligent, hein, comment est-ce qu'on peut être, en partant du principe, en tout cas du postulat que tout le monde est intelligent à la base. Voilà. Mais l'intelligence, on l'a ramené à des choses très réduites au niveau de l'enseignement, au niveau d'une série de choses, notamment institutionnelles. Et pourtant, il y a tellement de choses à découvrir que vous allez vous rendre compte que chacun, vous avez un potentiel inouï en vous et que vous pouvez le mettre en évidence. Voilà. Je levais le micro pour ne pas entendre des bruits. Oh, merci beaucoup pour cette présentation. Un trajet assez énorme et l'expérience à niveau de les intelligences multiples, mais enfin, s'il y a des gens qui aimeraient bien poser des questions, vous êtes bienvenus, soit sur Instagram, soit par Zoom. Mais enfin, qu'est-ce que c'est les intelligences multiples en fait? Les intelligences multiples, c'est basé au départ sur Howard Gardner, qui était un docteur en cognition, hein, ce qu'on appelle ça, à la Howard School aux États-Unis, hein, à New York, voilà, une des écoles les plus prestigieuses, qui s'est intéressée à toute une série de choses et de se dire que, Attends, une petite question, Luce, est-ce qu'on voit mon PowerPoint ou pas? Oui, on voit très très bien ton PowerPoint. Okay. Super, merci beaucoup. Il n'est pas lancé. Ok, super, merci Yannick. Ah, il n'est pas lancé. Attends, parce que là j'ai pas compris. On le voit ou on le voit pas? On voit juste les diapositives. Ok, donc c'est bon. Mm-hmm. Ou c'est pas bon? C'est-à-dire, on voit ton grand écran. Oui. Et voilà, tu n'as pas lancé le diaporama pour l'instant. Voilà. Mais j'imaginais que tu attendais un peu pour te présenter. Oui, ça, voilà, exactement. Comme ça, c'est bon? Ouais, ça, c'est bon. Ah, super, voilà. Se disant qu'au départ, en fait, vous savez, durant tout le système de ce qu'on a connu généralement à l'école, vous savez, quels que soient les pays, finalement, parce que c'est la même chose partout, c'est que on avait ce qu'on appelle une intelligence unitaire. Donc, autrement dit, tout le monde fonctionnait de la même manière. On était intelligent ou on n'était pas intelligent. Waouh. D'abord, quel jugement, c'est monstrueux. Terrible. C'est comme ça. Et voilà. Et en se disant, au départ, oui, dans le système d'enseignement, il faut classifier les choses, il faut les ordonner, il faut les structurer, il faut, voilà, ce qu'on appelle l'intelligence logico-mathématique. Puis après, le côté, il faut parler, on est obligé d'utiliser le langage, ce qu'on appelle le verbo-linguistique. Et puis en fait, on a remarqué au fur et à mesure des années, et notamment aux études de Howard Gardner, que non, attendez, un joueur de football, je vais prendre cet exemple-là, puisque c'est le mondial, c'est pour ça que j'en parle. Et la France joue ce soir contre je sais plus qui, contre le Maroc. Contre le Maroc, voilà. Se disant, mais non, attendez, il développe d'autres formes d'intelligence que celles qu'on apprend à l'école. L'intelligence par rapport à ce qu'on appelle le kinesthésique, le corporel, c'est-à-dire l'utilisation du corps, c'est l'utilisation de ses membres de manière, voilà. Mais c'est aussi l'intelligence d'un jeu, c'est l'intelligence d'un naturaliste. J'en parle après, hein. Se dire, oui, je suis sur un terrain, je suis sur quelque chose de vert, avec des spectateurs, etc. Et donc, ils vont développer des formes d'intelligence tout à fait particulières que d'autres ne vont pas obligatoirement développer dans d'autres formes d'activité. Si j'étais comptable demain, ou si j'étais serré et tout, je n'aurais pas besoin de me poser la question de savoir, tiens, est-ce que je dois utiliser mon corps? Est-ce que je dois utiliser mes jambes? Est-ce que je dois utiliser, est-ce que je dois être en contact avec la nature? Est-ce que je dois être en contact avec un public?
ce qu'on appelle l'intelligence interpersonnelle. Ben non, absolument pas. Or, pourtant, à l'école, ben, qu'est-ce qui se passe généralement? C'est que nous sommes tous obligés d'utiliser des mêmes formes d'intelligence par rapport à un programme qui a été donné, par rapport à des compétences dont on a dit qu'il fallait obligatoirement les obtenir. Et souvent, on le dit, hein, et j'aime bien, je suis désolé de parler de ça maintenant, mais c'est parce que par rapport au mondial, par rapport à ce qu'on appelle le Tour de France, le Tour d'Espagne, etc. et tout, si on était dans le cyclisme, etc., on se dit, ah ouais, ils sont cons ceux-là, etc. et tout. Et qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Non, ils n'utilisent pas les mêmes formes d'intelligence que vous. Ils utilisent d'autres formes d'intelligence qui leur permettent de devenir extrêmement performants dans l'activité qui leur est donnée. Or, à l'école, généralement, on emploie deux formes d'intelligence, dont je parle juste après. C'est l'intelligence logico-mathématique, rationalisation, structuration, organisation. Et l'intelligence verbo-linguistique, il faut pouvoir parler correctement, utiliser les bons mots, les bonnes phrases au bon moment, de manière verbale, de manière écrite. Voilà. Et donc, non, il y a beaucoup de formes d'intelligence différentes, et c'est ce qui fait que actuellement, dans tout ce qui serait musiciens, dans tous les artistes, dans tous les sportifs, etc., nous avons des petits génies dans leur domaine parce qu'ils développent des particularités spécifiques. Et quand on voit tous ceux qui ont maintenant, on peut prendre ça par rapport à la France aussi, ceux qui ont la possibilité de partir dans l'espace, hein, ceux qui sont là maintenant des astronautes reconnus et qui vont pouvoir aller sur la Lune, etc., oui, ils ont utilisé d'autres formes d'intelligence et ils ne seraient pas obligatoirement capables de pouvoir utiliser ces intelligences-là dans d'autres contextes. Voilà. Donc les intelligences multiples, c'est se dire que nous sommes tous intelligents, tous, absolument tous intelligents, mais nous utilisons tous nos intelligences de manière différente. Et c'est ce qui fait notre spécificité, c'est ce qui fait que le monde est merveilleux, parce que, vous savez, si on était tous intelligents de la même manière, le monde serait vraiment très, très triste. Hein. Ouais, je pense. Hein. Voilà. Mais c'est terrible aussi qu'à l'école, beaucoup de personnes peut-être qui sont déjà sur un Instagram ou actuellement sur Zoom, qui sont vécues peut-être, vous avez entendu quelquefois à l'école, qu'on était un peu jugés en disant tu n'es pas intelligent, tu ne pourras pas apprendre, tu es mauvais en mathématiques. Je comprends pourquoi tu n'arrives pas à le faire, tu n'arriveras jamais rien dans ta vie, mais c'est pas comme ça qu'on fait. Donc en fait ce sont des jugements qui sont nés, pourquoi? Parce que c'est uniquement la perception de la personne qui transmet l'information, ne se rendant pas compte que les personnes qui sont en face d'elle n'ont pas obligatoirement la même dynamique d'écoute, d'appréhension, d'intégration de l'information. D'accord. Et tu vas nous mettre dans ce merveilleux monde de l'intelligence multiple. Voilà, exactement. Désolé, j'ai ma petite souris, comme je disais, qui fait un petit peu défaut, mais c'est pas grave. Voilà. Et donc, au Wagner, en fait, finalement, en partant de ça, en se disant, oui, une personne peut être vraiment très performante dans un domaine et moins performante dans un autre domaine. Est-ce que c'est une question d'intelligence? Non, à partir du moment où on a compris qu'il y avait plusieurs formes d'intelligence. Et donc, à partir de là, il s'est dit, après analyse, il y a plusieurs formes d'intelligence, égale à déterminer 9 ou 8 plus 1, selon les écoles. Parce que je vous en parle juste après, hein, l'intelligence linguistique, l'intelligence logico-mathématique, l'intelligence visuo-spatiale. Vous entendez bien déjà dans les mots, ça c'est puissant en fait, hein, en termes de compréhension. L'intelligence corporelle kinesthésique, l'intelligence naturaliste, l'intelligence interpersonnelle, l'intelligence intrapersonnelle, l'intelligence musicale rythmique, l'intelligence existentielle. Alors ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire qu'à la base, quand on est, hormis réellement problème de formation, et ça peut arriver au niveau neurologique, au niveau constitution des neurones, nous possédons tous ces 9 formes d'intelligence. Et ces 9 formes d'intelligence, en fait, ont toutes des caractéristiques. Elles développent toutes des compétences particulières. Ça nous permet aussi de savoir que derrière, en tant que professionnel, en tant qu'enseignant, en tant que formateur, en tant que coach, on va avoir des outils qu'on va pouvoir privilégier pour permettre aux personnes de les développer. Et en même temps, il y a des activités qui vont être plus particulières à certaines formes d'intelligence que d'autres formes d'intelligence. D'accord? Voilà. J'espère que je ne parle pas trop vite. Après, il faut me le dire.
Donc, si on prend par exemple ici, vous voyez, parce que là, c'est structuré, on voit que ici dans le code vert, en fait, c'est ce qu'on appelle les caractéristiques. Par exemple ici, dans l'intelligence interpersonnelle. Puis on voit, ces caractéristiques vont se développer en compétences. Donc, une personne qui a une forte intelligence interpersonnelle, il va avoir des caractéristiques liées à ça. Et elle va développer des compétences particulières. On pourrait se dire, tiens, maintenant, je suis professionnel. Quels sont les outils que je vais mettre en œuvre pour permettre à cette personne-là de pouvoir favoriser cette forme d'intelligence, puisque justement, elle est exceptionnelle dedans. Et d'un autre côté, quelles sont les activités que je pourrais développer pour lui permettre d'interagir. Voilà. Et donc, oula, je vais trop vite, ça, je suis désolé, c'est à cause de mon... Waouh, ma souris là maintenant. Voilà. Désolé, hein. Je dis bien, j'ai mon petit curseur là qui ne fonctionne absolument plus, donc j'ai mis une petite souris minuscule ici, voilà, et avec mes grosses pattes, avec mes gros doigts, j'ai du mal à la gérer. Voilà. Si on prend l'intelligence verbo-linguistique, vous vous rappelez ce que je vous ai montré juste auparavant, on se dit que tiens, il va avoir des caractéristiques particulières. Eh ben oui, si je prends la logico-mathématique, généralement c'est une personne, au niveau des caractéristiques, qui va aimer faire des expériences, résoudre des problèmes, elle aimera poser des questions, elle aimera travailler, manipuler les chiffres, faire du travail mental, tout ce qui va être, vous savez, vous apprenez tout le monde, hein, je pense dans tous les pays du monde, on apprend forcément les tables de multiplication, et il y en a qui apprennent ça très facilement, il y en a d'autres qui sont en difficulté. Et on leur dit, ouais, mais t'as pas assez étudié, t'as pas... Non, c'est parce qu'ils apprennent autrement. C'est pas une question d'étudier, ce n'est pas une question de... Bon, certes, il faut quand même mettre des efforts derrière, ça on ne peut pas le nier, mais c'est pas obligatoirement ça. Mais donc, ils aiment bien penser en chiffres, en calcul abstrait, synthétiser, organiser, structurer, planifier les choses, etc. et tout. Ça, c'est ce qu'on appelle les caractéristiques logico-mathématiques. D'accord? Et donc, si je reprends juste, ça ira peut-être mieux avec le doigt plutôt qu'avec la souris, je n'en sais rien. Voilà. Les compétences qu'elle développe par rapport à ça, en jaune, c'est les facultés de raisonnement. La logique, vraiment. Tout ce qui va être l'analyse des causes, des conséquences, les recherches, comprendre le pourquoi, le comment, etc. Mais évidemment, bien entendu, en logico-mathématique, puisque vous entendez logique et mathématique, c'est ce qui va être la manipulation des chiffres, la manipulation des nombres, pouvoir rapidement s'y retrouver dans quelque chose. Voilà, un ordonnancement du monde. Et imaginez-vous bien, je vous donne un exemple. Un mathématicien, un physicien va devoir maîtriser les mathématiques sur une manière, on va dire, intellectualisée. Oui, mais si demain vous êtes menuisier, est-ce que vous pensez que vous êtes capable de calculer le contour des fenêtres, votre portière et tout, si vous n'avez pas une intelligence logico-mathématique? Or, pourtant, à l'école, on vous dit que logico-mathématique, ouais, c'est les gens qui sont... non, désolé, un menuisier, mais il va faire appel à d'autres choses aussi. C'est son côté visio-spatial, la représentation de ce qu'il va devoir faire. Je vous en parle après. C'est son côté forcément kinesthésique, corporel, parce qu'il doit pouvoir mesurer, il doit pouvoir mettre ses mains sur des choses serrées et tout, mais est-ce que vous pensez que quelqu'un demain est capable de placer une fenêtre, ou de construire, ou de mettre votre cuisine chez vous dans une nouvelle construction, s'il n'était pas capable de calculer? Et pourtant, cette personne-là a peut-être eu beaucoup de difficultés à l'école lorsqu'elle était en mathématiques. Parce que ça n'a rien à voir. Elle avait besoin d'une représentation mentale, une représentation visuelle et probablement de toucher les choses. De faire en sorte de pouvoir les tenir en main, de pouvoir les mesurer, de pouvoir se dire que, ok, j'ai une nappe dans les mains, je peux tracer un trait, je peux tracer un trait avec le crayon, etc. Vous voyez? Et donc, en fait, l'intelligence logico-mathématique, c'est quoi? Oui, on dit manipuler les chiffres. Oui, un menuisier, il doit manipuler les chiffres, hein, pas le choix. Mais ça veut dire qu'il était fort en maths pour autant à l'école? Non, pas forcément. S'il avait besoin de son côté kinesthésique, son côté corporel, son côté visuel, donc de voir les choses qu'il avait à construire, la manière de pouvoir les tracer, etc., il aurait été en difficulté. Et pourtant, à l'école, on leur a dit « Waouh, t'es nul, t'y arriveras jamais, tu ne pourras pas. » Ouh là là, mon Dieu, quelle erreur, mais quelle erreur. Ça veut dire qu'on a fait un jugement de personne. Et ça, dans les intelligences multiples, le jugement, c'est interdit. On ne peut pas juger une personne. On peut juste l'apprécier dans ce qu'elle est capable de faire
et l'apprécier aussi peut-être dans les choses qu'elle est capable d'améliorer en fonction de ses besoins. D'accord? Et donc, si je reprends le côté rose, ici, parce que je ne vais pas les détailler, hein, je pense que ça n'aura aucun intérêt, les outils à privilégier, ben forcément, les personnes qui font ça, logico-mathématiques, ben, on va les proposer de travailler avec un ordinateur, de faire des tableaux séquentiels, de faire des expériences forcément réellement scientifiques, etc. Mais quand vous faites une expérience scientifique, forcément, vous allez travailler aussi votre vision, vous allez travailler vos mesures avec les doigts, avec une série de choses. Ce ne sera pas purement mathématique, comme on l'apprend généralement à l'école. On va faire des jeux de simulation, de déduction, on va faire des petites cartes mentales, parce que ça sert beaucoup aussi pour les cartes mentales, et j'ai pas besoin de t'en parler, toi, puisque c'est quand même une grande partie de ton travail, hein, n'est-ce pas, Lou? Absolument, c'est mon chouchou. Voilà, on va organiser le temps. Ben oui, forcément. À un moment donné, si vous avez X moutures à faire de découpe pour faire vous allez devoir mesurer votre temps, vous allez savoir la découpe, combien de temps ça va durer, combien est-ce que je pourrais faire, combien est-ce que je pourrais produire, etc. Ben, c'est du logico-mathématique. Mais ce qu'on a ramené à l'école habituellement, c'est quoi? C'est que le logico-mathématique, oui, c'est les maths pures, essentielles, nettes, racine carrée 2, machin. Ouais, il y a plein de personnes qui ne comprennent pas. Par contre, je peux vous dire qu'un météorologiste, demain, s'il veut calculer les prévisions du temps, du vent, est-ce qu'il y aura du soleil, pas de soleil, quelles seront les possibilités, eh ben, il va devoir utiliser son logico-mathématique. Ça ne voulait pas dire qu'il était fort en maths à l'école. Ça voulait juste dire qu'il aura compris des formules qu'on aura apprises pour pouvoir s'en servir afin de transmettre son métier et de pouvoir, à un moment donné, de faire ses prévisions. Vous voyez? Tu veux m'interrompre, hein, Luz, il n'y a pas de problème. Oui. Je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à une histoire quand j'étais au collège. On était en train d'apprendre la trigonométrie. Voilà. Et voilà, le professeur, je sais pas, arrive et écrit Pythagore. Et après, il fait un triangle. En montrant juste la figure. Il demande c'est quoi ça? Et un de mes camarades répond Pythagore. L'après-midi, il dit à cet étudiant, d'ici, je vais t'appeler Pythagore. Et un mot, ça peut changer la vie d'une personne, soit qu'elle le motive, soit qu'elle le détruit. Lui, c'était un hyper mauvais élève. C'était de cette personne qui ne voulait pas étudier, il était toujours au dernier des cours, voilà. Mais ce petit mot qu'a dit la prof, de lui dire « tu es maintenant Pythagore », il a déclenché en lui quelque chose qui est devenu hyper fort en mathématiques. C'est ça. Et comment nous pouvons aujourd'hui, par rapport à ce que tu dis, lui, il est devenu, il travaillait la terre, il était dans la partie agricole. Et naturaliste, comme si on fait le lien avec Peter. Exactement, et il est devenu dans la terre, et je le rencontrais un jour, et il faisait pas les liens, moi je faisais le lien entre ce qu'il avait appris au collège et après, et il mesurait tellement de choses dans son champ d'agriculture, c'était excellent dans ce qu'il faisait, mais il disait, il ne se rappelait pas de cette partie de Pythagore, qui aujourd'hui, pour te dire, je ne me rappelle pas son prénom. On le disait tous de Pythagore. Voilà. Mais c'est un bon exemple, Luz, merci de le partager, parce que si on prend un agriculteur, justement, c'est que comment voulez-vous qu'un agriculteur puisse calculer le rendement de sa production à l'hectare s'il n'est pas capable de calculer? C'est impossible. Or, pourtant, beaucoup ont des difficultés à l'école en mathématiques. Parce que eux, ils avaient besoin de quoi? D'une présentation mentale, de voir leur champ, de voir quelle est la distance de mon champ, depuis où il démarre jusqu'où il démarre, de voir probablement la production de ce qui va sortir de terre, donc le visuo-spatial. Et si on leur apprend bêtement une formule pour une formule, ça ne leur parle pas. Par contre, si on leur parle de la représentation, tu t'imagines, là maintenant, j'invente, voilà, tu vas planter des pommes de terre, et puis qu'on leur dit, les pommes de terre, tiens, au mètre carré, si tu plantes X pommes de terre, ça peut te ramener X rendement de pommes de terre, et qu'ils peuvent le visualiser, puis qu'ils s'imaginent après avec leur tracteur, en train de les enlever, de sortir, et ben en fait, ça leur parle. Pourquoi? Parce qu'il y a une visualisation en plus.
et ils ont un côté, comment vais-je dire, kinesthésique, corporel. Et donc à ce moment-là, comme par hasard, tiens, ça devient des petits génies dans leur domaine. Parce que c'est la vérité, en fait. Absolument. Voilà. Et donc l'exemple que tu donnais, il est très intéressant, en fait, justement, parce que c'est très parlant, en fait. Et ça fait appel, justement, à d'autres formes d'intelligence que purement la logico-mathématique. Voilà. C'est génial. Voilà. Donc, si on prenait la même chose, hein, je vais pas faire tout le tour, hein, Luz, parce qu'on n'a pas le temps. T'inquiète pas. On s'entend. On prend l'intelligence verbale linguistique. Bon, ces personnes, c'est quoi? Elles aiment bien, forcément, vous entendez quoi dans verbal linguistique? Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont là présents sur le Zoom, mais écrivez alors à ce moment-là dans le chat, verbal linguistique, pourquoi? Vous, ça représente quoi? Même les gens qui sont en Instagram, si vous avez envie d'écrire qu'est-ce qui pour vous, c'est les intelligences verbo-linguistiques, vous pouvez le faire. Hein. L'idée, c'est que nous pouvons partager cette approche qui nous permet pour vraiment sortir un peu de se dire je suis intelligent ou pas intelligent, et finalement, c'est pas ça. On est dans une palette de différentes intelligences. Et que cette palette d'intelligence, et que c'est une question peut-être que je vais profiter en attendant que les gens qui sont là de l'autre côté aient envie de poser des questions. Moi, toujours une question par rapport parce que tu me parles qu'il y a 8 intelligences. 9, voilà, tu vois. 9 intelligents. Et, mais on reste toujours avec une seule intelligence? Non, justement. Je vais vous montrer après dans le tableau, c'est que toutes les études actuelles ont montré que généralement, je dis bien généralement, en fait, nous sommes tous, nous privilégions en fait 3 formes d'intelligence. Voilà. Attention, à la base, après quand on travaille, on les fait évoluer. Parce que ça veut dire qu'on a 3 formes d'intelligence privilégiées, c'est-à-dire celles qu'on utilise le plus au quotidien. Donc, et je vais balayer Salou si tu m'y autorises à le faire. C'est que quand on passe des questionnaires, parce que pour ça il faut passer des questionnaires, mais des choses simples, hein, ce ne sont pas des tests d'intelligence, attention, ce n'est pas du coefficient d'intelligence, ce n'est pas du quotient d'intelligence comme on le fait, donc ce qu'on appelle le QI, qui là mesure uniquement l'intelligence basée sur du logico-rythmique, mathématiques par rapport à des choses dont on attend des réponses claires, nettes, avec une seule solution. Ce qui veut dire que ça brime une partie de personne. On est ici dans quelque chose d'ouvert, c'est d'essayer de comprendre, tiens, moi au quotidien, comment est-ce que je fonctionne quand je dois analyser quelque chose, lorsque je dois travailler, lorsque j'étudie, lorsque je suis en communication avec des personnes, lorsque je suis seul avec moi-même, que j'ai besoin de me poser des questions, lorsque je pense à la vie, au monde, etc. D'accord? Alors que le coefficient intellectuel, c'est quelque chose qui est extrêmement limité dans la mesure où le quotient intellectuel et tous les questionnaires qui vont avec ça, c'est quoi? C'est uniquement des réponses qu'on appelle présupposées, donc dans le sens où il n'y a qu'une seule réponse possible. Mais ça, c'est pas les formes d'intelligence. C'est juste qu'à un moment donné, les gens qui ont créé le questionnaire attendent que les réponses soient celles qu'ils ont programmées. Okay. Et donc, c'est totalement faussé. D'ailleurs, et je me permets de le dire là maintenant parce que je n'ai aucun mal à le dire, vu les milieux dans lesquels je travaille, on sort de plus en plus du quotient intellectuel parce que le quotient intellectuel est totalement faussé. Puisque à partir du moment où on attend une réponse juste et qu'il n'y a qu'une seule possibilité de réponse, ça veut dire qu'entre guillemets, tous ceux qui ne répondent pas juste, ce sont des cons, quoi. Il faut dire ça, les choses telles qu'elles sont. Voilà. C'est très marrant d'ailleurs parce que lorsque l'on fait passer des questionnaires de QI en fait à des hauts potentiels, c'est que s'ils sont en bonne forme, alors là ils explosent les résultats, ils sont au-dessus de 132 puisque c'est on dirait qu'au-dessus de 132 ça veut dire qu'on est au potentiel, etc. Mais s'ils ne sont pas en forme, qu'ils ont été touchés par un événement émotionnel, ils sont capables de redescendre à 86. Ok. Ce qui veut dire que ça ne veut rien dire. Ça permet juste de mettre en évidence qu'ils sont dans un esprit logico-mathématique, cartésien, rationnel, normalisé. C'est pour ça qu'on appelle ça d'ailleurs maintenant
réellement à l'heure actuelle dans les milieux spécialisés. On appelle ça soit des normopensants. Normopensants, ça veut dire les personnes qui sont dans la norme, donc ça leur convient, ça fonctionne bien, etc. et tout. Ou à un moment donné, ils se trouvent dans un autre domaine qui sera le domaine des hauts potentiels, effectivement, ou qu'on appellera sous d'autres formes, qui prennent toute une série de dénominations, mais en fait, où ça ne veut rien dire. Les intelligences multiples, c'est pas ça. C'est partir du principe que tout le monde est intelligent, mais en fonction de nos besoins, de nos ressentis, de notre vécu, de nos sensations, on n'envisage pas les mêmes informations sous la même forme. Et que donc, la manière de le traduire va être différente. D'accord. Quand nous faisons la formation d'intelligence multiple, d'accord, donc je vais identifier qui je suis à niveau de les intelligences, ou celles que j'utilise de plus. Ça va servir à quoi après? Ça va servir à beaucoup de choses, parce que à partir du moment où on sait comment on fonctionne, ça permet de mettre en évidence aussi ses zones d'expertise. Donc, c'est-à-dire les zones que, voilà, je vais juste passer comme ça. Bien sûr. On voyait ici l'intelligence verbale, linguistique, etc. sur des personnes qui aiment lire, s'exprimer avec aisance, écouter, faire des jeux de mots, qui savent écouter les autres, etc. Donc on va leur proposer des activités de jeux de lettres, de dictionnaire, de jeux de mots, de courrier, théâtre, bibliothèque, avoir des choses, voilà, d'accord? Si je prends l'intelligence visuo-spatiale, comme ça je vais aller droit au but, Luz. Forcément, qui vont se représenter facilement dans l'espace, en fait, qui vont avoir une notion très rapide, en fait, de l'intégration des choses de manière visuo-spatiale, avec des couleurs, avec des formes, avec un sens derrière qui sera imagé. D'accord? Si je prends l'intelligence corporelle kinesthésique, ce sont des personnes, j'en ai parlé tout à l'heure, qui aiment bien manipuler les objets. Prenons, voilà, Luz, tu es spécialisé aussi là-dedans, toi-même, dans la lecture rapide. Est-ce que tu aimes bien, est-ce que tu préfères avoir un livre en main, ou est-ce que tu préfères l'avoir sur ton ordinateur et de le lire Ah non, je préfère avoir la matière. Ah, t'as vu Ça y est, tu l'as eu. Corporel kinesthésique, j'ai besoin de sentir les choses, j'ai besoin de les avoir en main, j'ai besoin de les toucher, etc. D'accord? Alors quelqu'un qui sera uniquement dans le visuo-spatial, par exemple, et moins dans le kinesthésique, en fait, se dira, moi, c'est bon, tant que j'ai une liseuse, telle que Kindle, sur Amazon, sans faire de publicité ou quoi que ce soit, ça lui convient. Voilà, moi aussi, j'aime bien toucher les choses. J'ai besoin de, j'ai besoin de sentir, et j'ai même besoin de l'olfactif, parce que j'ai besoin de savoir si ça a une odeur, quoi que ce soit. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas capable de le faire autrement. C'est sur une liseuse. Mais donc ça met en évidence que chacun, nous allons avoir une appropriation, je dis bien le terme appropriation des éléments, de nos connaissances en fonction d'un facteur donné et de nos propres sensibilités. Et ce qui se passe souvent, c'est qu'à l'école, dans un apprentissage, en entreprise, en famille, etc., c'est qu'on va avoir généralement un mode de fonctionnement. Donc c'est-à-dire un mode de fonctionnement unique. Et donc, qui va être la représentation, et je ne jette pas la pierre en disant ça, donc ça veut dire que je n'accuse personne, ça va être la représentation de la personne qui est en face de vous. Si la personne, elle fonctionne comme ça, et qu'elle voit uniquement dans sa manière de fonctionner, et qu'elle vous dit que, et si j'aime toujours bien prendre l'exemple, si tu m'autorises à le faire là maintenant, Luz, si vous faites à l'école, et je te pose la question, Paul, parce que je t'ai jamais demandé. Voilà. Si je te demande de faire à l'école 15 x 12, comment est-ce que tu fonctionnes? 15 fois quoi? 15 x 12. Qu'est-ce que je dois répondre? 15 x 12. Comment est-ce que tu calcules 15 x 12? Je fais la représentation d'un... Tu n'auras pas de points. D'accord. Je fais la représentation de le chiffre 15 dans ma tête. Ok. Et j'essaie de multiplier dans ma tête les qui sont 15 x 12. J'imagine les chiffres et je commence à commencer à compter un par un. Ok, mais donne-moi la réponse. 15 x 12, ça fait combien chez toi?
Ah, je sais pas. Là, comme ça, non, je vais Ok. chercher la calculatrice. Eh ben, est-ce que tu La peux maman demander... arrive Non, pas non, de non, demander. non. Zonder calculatrice. Je cherche un papier. Sans calculatrice. Est-ce que tu peux demander aux gens qui sont présents sur Zoom Alors, qui dit? comment est-ce que vous calculez 15 fois 12? Alors, les gens qui sont là, ne me laissez pas toute seule. Répondez par Zoom ou par Instagram. Dites-moi. Dis-moi. Voilà. Comment est-ce que vous calculez 15 fois 12? Comment vous calculez 15 fois 12? Alors, les gens, je suis en train de faire les calculs mathématiques avec le papier. Alors, qui répond? Mais ne me laisse pas toute seule en Instagram, les gens. Ah là, il y a quelqu'un qui calculait. Il y a Yvan, coucou, il dit 15 fois 12 plus 2 fois 15. Uriel dit 12 par 10 égale à 120. Mais comment vous l'avez fait? Quelqu'un aimerait bien parler? Uriel ou Yvan? Oui, bien sûr, ils sont bienvenus, ils peuvent parler. Oui. Alors, Ouria il répond, plus la moitié des 120, c'est 60. 120 plus 60. Voilà, 120 plus 60 égale 180. 180, pardon. Enfin, Oui. je suis en Suisse. Je suis en Suisse. Mais ils n'ont pas répondu comment ils sont faits. Ils Voilà. sont calculés, mais on attend. Là, oui, mais on l'entend. Par exemple, là, dans ce Ouais. qui est sorti, c'est qu'on entend qu'il y a des personnes qui ont fait 15 fois 10, 150. Puis après 2 fois 15, 30, Oui. 150 plus 30, 180. Exactement, ça c'est fait Yvan. Yvan, il vient Voilà. de le faire Ça, comme c'est ça. ce qu'on appelle la méthode logico-mathématique. Oui, mais Mhm. attention, à l'intérieur, il y a plein d'enfants, quand vous leur apprenez ça, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y en a pour lesquels 15, notamment tous ceux qui vont être kinesthésiques corporels et qui ont besoin de voir les choses, 15, ils font faire 5 paquets de 3. Mm. Vous leur donnez des allumettes, vous leur donnez ce que vous voulez, et voilà. 12, ils vont faire 4 paquets de 3. Et puis après, ils vont faire un paquet de 5 fois un paquet de 3. Un paquet de 5, ils vont multiplier. Et après, ils vont additionner. Et ils arriveront au même chiffre, à savoir 180. Alors, Uriel dit, je ne suis pas allé droit au but. C'est pas grave, il n'y a pas de problème. Il a pas de problème. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que ceux qui vont être kinesthésiques, voilà, mais ça prend plus de temps. Et à l'école, on va leur dire, c'est pas comme ça qu'on fait. Ah bon? De quel droit est-ce qu'on a le droit de dire à une personne, c'est pas comme ça qu'on fait? Il y en a d'autres pour lesquels 15, oulala, dizaines plus unité, donc dizaines c'est 10, plus 5 unités. Par contre, tu leur dis 30, ça va tout de suite parce que c'est dizaines, il n'y a pas d'unité. Ils vont faire fois le 12, après ils divisent par 2. Ils vont arriver au même résultat. Donc on va leur dire, c'est pas comme ça qu'on fait. J'ai une question pour toi. Oui. Parce que là, ce qu'on vient de faire, alors pour les gens qui, je me suis présentée à moitié tout à l'heure, vous entendez, j'ai un accent, je suis pas C'est pour ça ma que langue je maternelle. les lunettes. je suis latino, je suis colombienne. Et chaque fois qu'il y a quelqu'un me demande de faire un calcul mathématique, je dois d'abord arrêter et penser en espagnol. Alors voilà. Je ne peux pas penser en français, du tout, pour aucun calcul. Donc quand les gens me posent des questions, je suis un peu, attendez, pas tout de suite, il faut que je pense en espagnol avant de donner une réponse. Ça fait aussi un lien par rapport aux intelligences multiples, ou simplement un fonctionnement de mon cerveau. Tout à fait. Voilà. Parce que là, c'est ton... tu as appris en fait en espagnol à calculer, etc. Et quand tu arrives dans une langue que tu maîtrises pourtant bien, maintenant, en français, ben, ton cerveau a encore besoin de venir récupérer, en fait, ce qu'il avait appris en espagnol. Et donc, tu vas devoir faire un double travail, c'est de partir de l'espagnol pour revenir vers le français. Parce que ton mode de calcul ne sera pas le même. Non. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit logico-mathématique qui aura forcément été défauté. Ok. D'accord? Et donc ça, c'est super intéressant parce que ça veut dire que toutes les réponses sont justes. Ce qui est important, c'est quoi? C'est le cheminement mental que l'on a. Et quand on dit à une personne, non, c'est pas comme ça qu'on fait, parce qu'elle fait 3 paquets de 5,
puis elle fait 3 paquets de 4. Et puis on lui dit c'est pas comme ça qu'on fait. Mais de quel droit? Mais attendez, elle arrive à la même réponse et on lui dit c'est pas comme ça qu'on fait. C'est pas normal. Le tout, c'est d'avoir un raisonnement, un cheminement mental qui fait qu'on fasse fonctionner nos neurones. Et certains ont besoin de la visualisation, d'autres ont besoin de toucher les choses, d'autres ont besoin de visualiser, de toucher, d'autres pour lesquels c'est totalement logique de faire unité fois unité, dizaine fois dizaine, puis additionner. D'accord? Mais en fait, ce qui est important, c'est de se dire derrière, mais est-ce que la personne, elle a un raisonnement à l'intérieur? Donc, autrement dit, est-ce que ces neurones fonctionnent bien? C'est ça le plus important. Alors, il y a des méthodes qui vont plus vite que d'autres, on est bien d'accord. Mais le principal, c'est d'abord de permettre à une personne de se valoriser, de se donner confiance dans son mode de fonctionnement. Et quand elle a bien confiance et qu'elle arrive à faire ce qu'on lui demande, de pouvoir lui dire, tiens, maintenant tu sais qu'il y a une méthode qui va peut-être un petit peu plus vite. Est-ce que ça t'intéresse de la connaître? Mais d'abord, je leur ai dit, bravo, tu as obtenu le bon résultat. Mais il y a des choses qui vont plus lentement que d'autres. Et donc c'est la même chose avec tous les dyslexiques, par exemple aussi. On leur dit qu'ils ne savent pas lire. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Les dyslexiques lisent magnifiquement bien. Mais par rapport au fait qu'on leur a dit qu'il fallait associer une lettre avec une autre lettre, ah non, désolé, un dyslexique, ça ne fonctionne pas comme ça. Un dyslexique fonctionne en zéro, fonctionne en vertical, fonctionne, etc. Donner des exercices tout à fait particuliers à des dyslexiques qui leur correspondent, ils lisent des informations à une vitesse extraordinaire, alors qu'une personne non dyslexique, ça lui prend 2 minutes de plus. C'est simplement un mode de fonctionnement différent, mais ils lisent parfaitement bien. Génial. J'ai une question. Bah oui, j'aimerais bien ça, demander aux personnes qui sont là par Instagram et sont dans notre salle Zoom. Vous aimeriez bien savoir et se former sur les intelligences multiples? Alors j'aimerais bien que vous répondez, soit par Instagram ou par Zoom, qui aimerait bien se former en intelligence multiple? Parce qu'on a une surprise à la fin de cette webinaire. Ouais, voilà ça. Attends. Il y a une surprise. Une surprise Noël. Parce qu'on est dans les périodes. Donc j'aimerais bien savoir si quelqu'un aimerait bien se former, ou savoir un petit peu plus sur les intelligences multiples. Je vous laisse répondre. Allez, je profite aussi pour saluer les gens qui sont sur Instagram. Lalita, Charlotte, qui est là en plus. Kalika la base. Dewey. Mon studio forme. Alchimia. Ah, vous êtes plusieurs. Je suis contente que vous soyez là. Juste de nous dire. Alors, soyez pas timide. Juste répondez. Si vous avez envie de vous former et savoir sur les intelligences multiples. On me laisse toute seule, tout le monde. Vous aimeriez bien savoir plus sur les intelligences multiples? Dites-moi tout. Oui. Ah. On a laissé tout le monde en silence. En attendant que tout le monde répond, qu'est-ce que nous pourrons savoir plus sur les intelligences multiples? C'est juste pour les élèves qui sont à l'école ou pour des personnes, des professionnels? Qui devrait faire une formation d'intelligence multiple? Ah, mais je pense que François ne m'écoute pas. Si je t'écoute. Ah, si tu m'écoutes, d'accord. Ah okay. Oui, je suis là, je suis bien là. Ok. Qui devrait faire cette formation d'intelligence multiple? Parce que pour l'instant, personne ne me répond s'il aimerait bien savoir un petit peu plus. Donc je le laisse un petit moment en attendant que tu me racontes qui devrait faire cette formation. Moi? C'est toi. Ah oui, donc. J'ai pensé que tu posais la question aux personnes présentes. Oui, je posais aux personnes présentes qui aimerait bien savoir un petit peu plus sur les intelligences multiples. Pour l'instant, personne n'a répondu, ni Instagram, ni Ah, si, il y a quelqu'un, un sujet qui m'intéresse.
Voilà, il a déjà Kalika à la base, il dit qu'il s'intéresse, qu'il me dit coucou. Attends, peut-être ils sont répondus, j'ai pas vu qui a répondu de plus, donc j'ai une personne qui l'intéressait. Parmi les gens qui sont par Zoom, Ouria et Ivan, dites-moi, vous êtes intéressés de savoir plus sur les intelligences multiples? Et pourquoi pas, dit Yvan. Super. Alors maintenant, je pose la question à François. Qui devrait se former sur cette intelligence multiple? Merci, Kalika Lavas, elle dit tout le monde. Oui, tout le monde. Mm-hmm. Dans la mesure où je vais prendre plusieurs cas de figure, si tu veux bien. Ok, dis-moi. Quand on est parent, donc on a des enfants, involontairement, parce que c'est inconscient, hein, on a tendance à vouloir que nos enfants soient comme nous. Donc qu'ils fonctionnent comme nous. Et à un moment donné, prendre conscience que mon enfant, en fait, lui, a des difficultés que moi je n'avais pas, et pourtant pour l'instant je ne comprends pas pourquoi il les avait, et grâce aux intelligences multiples, on arrive à se dire « Ah merde, j'avais pas compris qu'il ne fonctionnait pas comme moi. Maintenant j'ai compris qu'il ne fonctionne pas comme moi, ça lui permet d'évoluer. » Première chose. Deuxième cas de figure, vous êtes enseignant, vous êtes formateur, vous êtes coach, peu importe. Et en fait, vous dites, ok, moi j'ai ma manière d'enseigner, j'ai ma manière de former. Puis je me rends compte que grâce à un questionnaire et la forme d'intelligence, et je vais vous le montrer, c'est pour ça que j'ai déjà mis la petite dia là auparavant, que ben voilà, la forme d'intelligence de la personne qui est en face de moi, vous allez dire, mais oui, mais dans ma classe, oulala, j'ai 20 élèves. Il y en a X qui fonctionnent de telle manière, qui fonctionnent de telle manière, qui fonctionnent de telle manière. Je vais pouvoir adapter mes pratiques pédagogiques pour faire en sorte que chacun de mes élèves puisse s'y retrouver et que je ne sois pas en train de privilégier uniquement les élèves qui fonctionnent comme moi, en tant qu'enseignant, que formateur, je fonctionne. Je suis professionnel, je suis dans une entreprise. Et dans mon entreprise, je me dis, ouais, j'en ai marre, ces types-là ou ces personnes-là, elles font pas ça parce que ne se rendent pas compte que, mais oui, mais est-ce que tu leur demandes, désolé, elles fonctionnent pas comme ça, donc ça leur demande 2 fois plus de travail. C'est toujours en entreprise comme ça. Oui, mais moi ça me prend 30 minutes et eux ça leur prend 4 heures. Bah oui, désolé mec, mais ils fonctionnent pas comme toi. Et ça veut pas dire qu'ils fonctionnent moins bien. Ça veut juste dire qu'ils fonctionnent différemment. Donc laisse-leur la possibilité de fonctionner comme eux le font, mais avec ce que tu attends toi comme résultat. Et donc de leur donner le potentiel, les moyens de pouvoir le mettre en œuvre. Okay. Tu vois? Donc en fait, toutes les formules sont là. C'est simplement de se dire, ok, mais le monde n'est pas unique. Et heureusement, encore une fois, heureusement, parce qu'il serait très pauvre. Nous avons tous des façons d'agir et des façons de fonctionner différentes. Et il n'y a pas de jugement là-dedans. Jamais, jamais de jugement. C'est se dire simplement, tiens, voilà, à un moment donné, je constate que on n'est peut-être pas sur la longueur d'onde pour une chose ou pour une autre chose. Et ça ne veut pas dire que l'autre est moins bien, qu'il est bien, etc. et tout. Non, jamais de jugement de valeur, mais la manière d'aborder n'est pas la même. Dès lors que la manière d'aborder n'est pas la même, je peux, moi, changer mon regard. Je peux changer mon œil par rapport à ça et me dire, tiens, si j'allais travailler plutôt sur les forces de la personne, plutôt que de travailler sur ce qui ne me convient pas. Et alors, à ce moment-là, on commence à monter en compétence. Et c'est pour ça que je montrais ce petit tableau-là maintenant. Quelles intelligences optimisées? Tout le monde le voit ou pas? Oui, on le voit bien. Voilà. Comme je vous l'ai dit, généralement, on remarque dans toutes les statistiques, où on développe 3 formes d'intelligence privilégiées. On le voit ici, par exemple, il y a l'intrapersonnel, l'interpersonnel, le naturaliste. D'autres qui vont... Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je dois travailler celles qui sont les plus utilisées, les moins utilisées, toutes, ou un mixte entre celles qui sont le plus utilisées et celles qui sont moins utilisées?
Mais en fait, c'est une fausse question. C'est pas une bonne question. C'est se dire, la vraie question, c'est de quoi j'essaie de passer à la diapositive différente et voilà, ça bloque. Je ne sais pas pourquoi, à cause de ma souris ce soir. On va essayer de la... Voilà, et ça va. Voilà. Les vraies questions à se poser, c'est... Mais d'abord, pourquoi est-ce que j'en ai besoin? Donc mon usage. Donc, est-ce que c'est dans mon métier? Est-ce que c'est dans mes relations interpersonnelles? Est-ce que c'est dans à titre professionnel, personnel, etc. Donc, voilà. De quoi est-ce que j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin d'avoir confiance en moi? Est-ce que j'ai besoin d'avoir des meilleures relations? Est-ce que j'ai besoin de changer une attitude, une posture? Est-ce que j'ai besoin d'augmenter en compétences pour telle chose? Et donc forcément, derrière finalement, mais quel est l'objectif que je poursuis? Est-ce que c'est parce que j'ai besoin d'avoir des bons résultats à l'école? Est-ce que parce que j'ai besoin de réussir des études? Est-ce que c'est parce que j'ai un défi, un challenge à mener par rapport à quelque chose dans mon environnement? Est-ce que c'est parce que j'ai des mauvaises relations avec les autres personnes et que j'ai besoin d'améliorer ces relations-là? Parce que on a un tableau de résultats, mais ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur, on doit tout augmenter ou non. Il faut d'abord se poser la question, c'est pour ça que moi j'appelle ça UBO, usage, besoin, objectif, mais quelle est l'utilité que je vais en avoir? Quel est mon besoin? Si vous n'avez pas besoin de progresser en termes de posture, etc., mais pourquoi est-ce que vous iriez augmenter une forme d'intelligence? Ça n'a pas d'intérêt. Si par contre vous dites, là ok, je suis en difficulté par rapport à ça. Si je pouvais augmenter mes formes d'intelligence dans tel domaine, ça me permettrait de. Donc autrement dit, c'est vraiment la phrase clé en fait, je dirais. C'est si j'augmentais ces formes d'intelligence là, ça me permettrait de. Alors à ce moment-là, vous dites derrière, ok, là j'ai envie de travailler. Et donc, j'en viens au tableau suivant. De nouveau, voilà, j'ai un petit souci avec ma souris. Voilà, c'est se dire que est-ce que c'est un choix ou est-ce que c'est une obligation? Imaginons demain, Luce. C'est pas Luce, tu sais que tu fais des études de médecine? Non, tu savais pas? Non. Je te le dis, tu fais des études de médecine. Et désolé, mais demain, tu vas être questionné sur l'anatomie du corps, forcément, mais par rapport à tous les membres supérieurs. Ok. Mais t'aimes pas étudier ça t'ennuie. T'aimes vraiment pas, parce que tu te dis, c'est pas ça mon job, moi. Je préfère travailler sur le cerveau, le mode de fonctionnement des gens, etc. et tout. Pourtant, je dois connaître leur membre supérieur. Pourtant, il faut que tu apprennes et que tu connaisses, parce que, tu sais, Luce, demain, si tu es chirurgienne, et que tu dois m'opérer de l'épaule, et que tu te trompes et que tu m'opères du pied, ça va pas le faire. Ah ouais, je pense. Hein. Donc, c'est ce qu'on va appeler forcément un choix, une obligation. Donc, c'est-à-dire que ton choix, c'est peut-être d'être une spécialiste du fonctionnement du cerveau, tu vois. Mais par contre, pour devenir spécialiste sur le mode de fonctionnement du cerveau, tu dois quand même connaître l'anatomie de manière générale. Et donc, ça deviendra une obligation. L'obligation, c'est de connaître quand même malgré tout ce que tu fais derrière. Et donc, c'est pour ça qu'on a deux formes de motivation. On appelle la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. La motivation intrinsèque, c'est que c'est des choses pour lesquelles tu ne dois pas... Voilà, toi, tu aimes danser, hein, Luce, non? Ou je me trompe? J'adore danser, pardon. C'est vrai? Je ne savais pas. Voilà. Et donc, est-ce que tu dois faire des efforts pour apprendre un mouvement de danse ou quoi que ce soit? Non. Parce que ta motivation est intrinsèque. Tu aimes transmettre avec le corps et donner après une signification au mouvement qu'on va développer, etc. D'accord? Voilà. Alors que si je te demandais d'apprendre les mouvements que toi tu développes à l'intérieur du corps, mais de manière anatomique, est-ce que ça va te parler? Bon, pour te dire, là oui. Là oui. Oui, c'est mon métier aussi, ça fait partie.
Voilà, C'est parti. on va parler. D'accord? Mhm. Mais si on te dit après à quoi chaque membre sert, ça va te parler. Absolument. Voilà. Parce que tu as ta motivation intrinsèque. Mm. Mais imagine une personne qui vient chez toi, et j'en sais rien, j'invente, qui est comptable, mais qui en même temps se sent un petit peu en défaut avec son corps. Que tu dis, ouais, mais moi, tu sais, ça m'intéresse pas de savoir où ça se situe dans mon corps, quel est le membre, quel est là, quel est le et tout. Ah, ben toi, tu vas te dire, ben oui, mais c'est important, parce que si tu veux évoluer, si tu veux t'améliorer, ça deviendra ce qu'on appelle une motivation extrinsèque, c'est-à-dire que la motivation ne viendra pas de cette personne-là. Elle ne va pas se dire j'ai besoin de savoir comment je fonctionne, j'ai pas besoin de savoir comment mes membres agissent, comment m'ont touché, comment m'ont serré et tout, mais ça deviendra une motivation extrinsèque. Mais par contre, la personne avec laquelle je travaille m'a dit que c'était important pour améliorer dans telle partie. Et donc, elle va être motivée par le côté extrinsèque, c'est-à-dire extérieur. Et de se dire, mais ok, c'est vrai que moi je n'aime pas, c'est peut-être pas ce que je préfère, mais je sais que pour m'améliorer, je suis obligé de le connaître. Et donc, pour les intelligences multiples, c'est exactement la même chose. Soit, on se dit à un moment donné, j'en ai besoin, c'est pour ça que j'avais appelé UBO auparavant, usage, besoin et, comment dirais-je, l'objectif que je poursuis, c'est, ok, c'est peut-être pas ce que j'aime, mais par contre j'en ai besoin parce que ça va me permettre de motivation extrinsèque. Ça j'adore, j'ai envie de me perfectionner, donc motivation intrinsèque. Je le fais par moi-même sans devoir faire d'efforts, donc ça ne me coûtera pas. Et ça c'est tout l'art de, voilà, je montre le graphique ici, je prends un exemple d'une personne qui a une forme d'intelligence intrapersonnelle développée. Ça veut dire qu'elle est capable de se poser des questions, d'analyser les choses, de comprendre le pourquoi, le comment, etc. et tout. On voit au niveau de l'interpersonnel après qu'il y a des forts développés, donc ça veut dire que c'est une personne après qui aime bien partager, qui aime bien faire en sorte qu'en communication avec les gens. Et puis après, on voit le logico-mathématique aussi. Alors, attention, il faut que ce soit structuré, un minimum d'organisation, un minimum de planification. Eh bien, ça, c'est ce mode de fonctionnement. Donc ça veut dire que la personne, elle devra comprendre le pourquoi du comment. J'organise quelque chose, je dois savoir pourquoi. Je me mets face à moi-même, je comprends. Après, j'ai envie de le partager, mais ça doit être structuré. Et puis on voit derrière quelque chose de moins développé. Le visuospatial, le kinesthésique, le musical, le naturaliste. Ça voudra dire que probablement c'est une personne qui n'a pas obligatoirement besoin de mettre ça en forme, de mettre ça en couleur, d'utiliser le mouvement, de faire partager les personnes autour d'une activité physique, interactive. Ok, pas de problème. Si ça ne lui pose pas de problème à elle-même qu'avec des personnes qui fonctionnent de la même manière, tout va aller super. Si elle est dans un groupe qui a besoin de se mettre en action, ça va pas le faire. Mais l'importance de l'intelligence multiple par rapport à ça, c'est quoi? Si j'ai conscience du groupe dans lequel je suis, et que je suis dans un groupe qui, justement, n'a pas les mêmes formes d'intelligence que moi, et que je vois qu'ils ont besoin de visuospatial, qu'ils ont besoin de kinesthésique, musical, naturaliste, ben je vais pouvoir organiser ma formation de telle manière à ce que ce groupe-là puisse s'y retrouver, indépendamment de moi, mes formes de fonctionnement. Donc de pouvoir faire abstraction de comment moi je fonctionne, et donc je me dis, ok, ils ont besoin de visuospatial, donc je vais peut-être créer quelque chose d'interactif au niveau PowerPoint, peu importe, c'est et tout. Kinesthésique, ils ont besoin de mouvement. Je vais créer quelques activités qui leur permettent d'interagir et de faire utiliser leur corps. Naturaliste, ben, je vais trouver un prétexte pour pouvoir aller dehors. Et donc je vais organiser en fait mes séquences d'apprentissage en fonction de mon groupe donné et non pas en fonction de moi. Et donc je vais avoir une formation qui va cartonner. Wow. C'est clair ou c'est pas clair? Alors les gens, dites-moi, c'est clair ou c'est pas clair? Et pour moi, c'est hyper clair. Mais bon,
J'aimerais bien que vous me répondiez. Les gens qui sont sur Instagram ou que... Ah, Yvan dit oui. Super. Alors,